Alors, il y a dans vos dessins un souci du détail qui est absolument extraordinaire. Et comment est-ce que vous procédez? Est-ce que vous faites des photos ou c'est uniquement par observation que vous retranscrivez Non, pas toujours, bien sûr. Il y a des choses qu'on a étudiées. Hein, par exemple, l'anatomie, je la connais très très bien. Il y a un certain nombre de choses que je connais très très bien, mais en même temps, si par exemple j'ai à dessiner un truc qui fait de la projection comme ça, il va falloir que je regarde comment c'est fait. Et il me dira, ah oui, tiens, c'est bombé par là, là l'objectif il est là, etc. Et donc j'ai besoin de tous ces éléments en banque photographique, comme un accessoiriste au cinéma. J'ai besoin d'avoir la forme d'une nouvelle voiture, des choses comme ça. Et donc là, je vais chercher dans la photographie, bien entendu. Bonsoir. J'ai une question. Est-ce que la créativité, ça se travaille? Ouais, bien sûr. Bien sûr. Alors ce qu'il faut, c'est ne pas avoir été contraint. Ça, c'est la première chose. Parce que si, dans votre petite enfance, on a contraint votre imaginaire, ça va être dur de le débloquer. On peut y arriver. Mais après, il faut utiliser des méthodes. Mais quand on n'a pas été bloqué dans son imaginaire étant enfant, ce qu'il faut se proposer à chaque fois, c'est l'envergure la plus vaste pour aborder ce monde-là, pour aborder l'irrationnel. Et donc, de le détecter dans la vie de tous les jours. Hein. Il y a une conception que j'aime bien, par exemple, dans le Vedanta, c'est la conception des Upagurus. Vous ne connaissez pas ça, les Upagurus. Les Upagurus, c'est vachement rigolo. C'est des gourous qui existent, hein, mais qui n'apparaissent qu'en utilisant n'importe qui. C'est-à-dire que vous marchez dans la rue et vous entendez un truc qui est dit par un couple que vous croisez, un truc qui vous convient. Et vous dites, tiens, c'est marrant, je viens d'entendre ça. Ça, c'est un Upaguru qui s'est servi du couple pour vous parler. Et donc, il y a ça tout le temps. On a des Upagurus tout le temps. Et donc, les Upagurus, ils viennent pour fertiliser justement votre imaginaire. Mais bien sûr, il faut être attentif. Parce que la plupart du temps, on dit, oui, mais c'est un con, il est passé, il va dire, c'est pas bon de parler. Non, il faut y faire attention. Et en faisant attention à toutes ces petites choses, on élargit de plus en plus sa capacité non seulement à percevoir les choses bizarres, mais en même temps aussi à les générer. On vient aussi parfois possédé par un Upaguru. Quand on fait une bande dessinée, on est possédé par un Upaguru. Ça peut, c'est pas obligé. Bonsoir. Et quel genre d'Upaguru t'a inspiré pour la couverture de Plastique? Et qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on l'a vu furtivement tout à l'heure sur l'écran, mais c'est vrai qu'en détail, tu peux le raconter? Ah ben, tu vois, par exemple, quand j'ai un sujet comme ça qui m'est proposé, avant, je me mettais à tourner en rond, etc. Et bizarrement, plus ça va, et plus l'image arrive tout de suite. Un peu comme une question-réponse. Tu me poses une question, je te réponds tout de suite. Tu vois, j'essaye, bien sûr, de prendre juste le petit temps, qui est celui du demi-sommeil. Donc je me mets dans... Tu ne le vois pas parce que c'est fugitif. Mais je me mets juste un tout petit peu dans le temps du demi-sommeil, comme si j'allais me réveiller, mais je ne me réveille pas, et à ce moment-là, au moment où tu me poses la question, comme ça je peux trouver la réponse la plus adaptée. Et donc quand Emmanuel il dit, voilà, on va faire, il faudrait que tu fasses la couverture, là, tout de suite il y a une image qui m'arrive à l'esprit. Je me dis, pour moi c'est celle-là qu'il faut que je fasse. Et après, je l'analyse. Et je me dis, ah ben ouais, elle correspond bien à ce que je pense au fond. Hein, il y a une sorte de limite, et qui est, alors on peut l'analyser l'image. On voit, il y a une table, avec un monde quotidien, une famille. Hein. La table, c'est un élément carré. C'est la rationalité des carrés. Hein.
Symboliquement, c'est carré. En dessous de la rationalité, il y a l'irrationnel, l'inframonde, avec toutes les terreurs. Hein. Et au-dessus, il y a les mondes angéliques, où justement la forme carrée de la maison, elle est pulvérisée, elle vole en éclats. Et d'un seul coup, pour donner la possibilité d'ouvrir l'esprit. Voilà. Donc après coup, je me dis, oh, ça va, c'est bien. Mais l'analyse, elle se fait après. Voilà, c'est ça qui est passionnant. C'est laisser venir le truc, et puis après on analyse. C'est pour ça que je pense que la rationalité vient toujours après. Elle ne peut pas venir avant. Il faut d'abord agir, et puis après on regarde ce qu'on a fait. Plutôt que de dire, voyons qu'est-ce que je pourrais faire. Dans le domaine de la bande dessinée, ou dans les domaines un peu d'imaginaire, de fréquentation d'imaginaire comme la bande dessinée, il faut d'abord faire, et puis après on voit ce qu'on a fait. Ce qu'il faut pas oublier quand même, c'est que tu as étalé sur ta table plein d'images de la Renaissance jusqu'à la bande dessinée actuelle, avant de me dire c'est ça que je propose. C'est-à-dire que tu as voulu convaincre aussi avec des influences qui ne servaient plus à rien, mais il a quand même montré des choses pour dire que ce n'est pas une image directe, on pourrait encore la changer. En fait, il avait déjà en tête. Tout est clair. Oui, il faut tout dire. Oui, mais ça c'est le truc qu'on fait socialement, si tu veux. Je suis obligé après de dire oui, tu sais, j'ai beaucoup travaillé sur ce truc. Si je dis pas que j'ai beaucoup travaillé, on va pas me payer à la hauteur, etc. Mais c'est comme dans l'histoire de. Il y a une histoire comme ça que m'avait raconté Alexandro Jodorowsky, parce qu'il aime bien raconter des histoires dans ses conférences. Et l'histoire, c'était il y a une usine qui tombe en panne parce que la machine principale, elle est cassée. Et donc, on fait venir des tas de techniciens et il n'y en a aucun qui est capable de réparer la machine. Et puis, il y a un des mecs qui dit, oui, mais peut-être que je connais un vieux type, lui, peut-être qu'il pourrait réparer la machine. Et donc, on va chercher le vieux type, il arrive, et puis dans sa caisse à outils, il prend un marteau, il donne un coup de marteau, et la machine repart. Alors, le patron, il fait, c'est génial, un coup de marteau comme ça, puis ça repart. Et il dit, mais combien je vous dois pour... Alors il dit, ben, vous me devez 1 500 000 euros. Et il dit, quoi, 1 500 000 euros pour un coup de marteau dans une machine? Ah, il dit, non, c'est un coup de marteau, plus 70 ans de ma vie. Bien joué. Moi, je voudrais savoir si vous avez déjà travaillé dans le monde du cinéma, ou si vous avez eu des propositions. J'ai fait un court-métrage que j'ai réalisé. Il y a eu d'autres de mes histoires qui ont été réalisées en court-métrage, mais par d'autres réalisateurs. Et donc, il y a parfois des projets. Alors, avec le monde du cinéma, c'est très, très compliqué. Donc, sur certaines séries, il y a des projets donc, qui courent. Mais avant qu'elles voient le jour, vaut mieux attendre. Hein? Ah oui, puis oui, c'était du cinéma, ouais, c'était pas mal ça, c'était bien. Ouais, je suis assez fier d'ailleurs de ce qu'on a fait là. Oui, puis on avait fait un spectacle pour l'ouverture de l'île 3000 qui était sur le thème de l'Inde, où il y avait l'orchestre de l'île qui jouait, et au-dessus il y avait une projection sur un écran de 20 mètres sur 10 d'images qu'on avait scénarisées et qui se déroulaient comme ça. Voilà. Et pourquoi vous voulez savoir ça? Je suis curieuse. Vous voulez des autres questions? Bonsoir. Je voulais justement vous poser une question au niveau de votre dessin. Est-ce que ça vous arrive des fois d'imaginer en fait plusieurs dessins possibles sur un même thème? Comment vous sélectionnez? Vous dites, ah, voilà, c'est celui-ci que je veux. Ça vous arrive des fois d'avoir des hésitations? Oui, bien sûr, ça arrive.
Mais souvent, les hésitations, enfin, actuellement, parce que bien sûr, ça dépend à quelle étape de l'apprentissage on se trouve. Il y a des étapes où on a des hésitations parce qu'on n'est pas très, très affûté avec le métier. Et donc, on se dit, mais est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Et donc, ça peut poser des questions pendant des jours. Par contre, aujourd'hui, quand je me pose une question sur un dessin, je me dis, est-ce qu'il est bien réalisé? À ce moment-là, je préfère refaire complètement le dessin. De me dire, bon, si j'ai vraiment un gros doute sur cette page, par exemple, je la refais complètement. Et je me remets en tête les intentions. Ce qui est le plus important, et ça c'est encore un domaine qui est extrêmement subtil dans la bande dessinée, enfin je trouve subtil, c'est la relation qui existe entre l'intention et la traduction. En fait, tout le problème réside dans la conformité entre le geste et l'intention. Ça me paraît être essentiel. Donc vous avez une intention, vous dites je vais faire un truc comme ça, parce que je veux dire ça, et il faut que le personnage il se dégage de lui telle impression, etc. Et bien, si on reste fortement accroché avec cette intention, mais alors, là encore, c'est c'est une manière d'aborder l'intention, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être crispé sur une intention. Il faut que cette intention, elle soit vivante, il faut qu'elle soit volatile, pour qu'elle puisse prendre la forme la plus adaptée à elle. Et donc si on est dans cet état d'esprit très particulier, à ce moment-là, le dessin qui va sortir sera naturellement gorgé de cette intention. À tel point qu'il arrive d'être surpris. Moi, ça m'est arrivé à plein de reprises d'être surpris par les interprétations des lecteurs. Parce que, par exemple, il y avait des histoires où j'avais une intention particulière. J'ai décimé l'histoire en me disant, mais ça, je ne pourrais pas le mettre. Malheureusement, je ne peux pas appuyer cette intention avec une image adaptée à elle. Donc, tant pis, je la mets de côté. Et d'avoir quand même un lecteur qui vient me dire dans une séance de dédicace, ah oui, c'était bien parce que quand vous avez fait ça dans la BD et tout ça, je dis, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait ce truc-là. Ça faisait partie des intentions que j'avais de réaliser ça dans le cadre de cette histoire, mais je ne l'ai pas dessiné. Je dis, si, je l'ai vu. C'est vrai, il y a des gens qui me disent, je l'ai vu. Et alors bien sûr, j'abandonne, c'est mieux qu'il l'ait vu. Mais en fait, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que parfois, et je pense que le dessin, bien conçu, donc dans cette homogénéité entre intention et traduction et intention, s'il n'y a vraiment pas le moindre cheveu entre les deux, eh bien, l'intention sera perçue, quelle que soit la forme. Ça, j'en suis persuadé. Même, on peut imaginer ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une forme extrêmement académique pour traduire une intention, à condition que cette intention soit vraiment accrochée à la forme.